Arrête de te tromper. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est ton esprit qui abandonne en premier. Ce ne sont pas les problèmes qui te détruisent, mais la façon dont tu réagis face à eux. Tu peux être fort physiquement, mais si une simple critique te désarme ou si la peur de l'échec te paralyse, alors tu n'es pas fort, tu sembles seulement fort. La vie ne va pas s'arrêter pour t'attendre ni adoucir ses coups. Chaque jour te mettra face à des défis que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que se révèle qui a un caractère inébranlable et qui ne fait que le prétendre. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît lorsque tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de réprimer ce que tu ressens, mais de t'entraîner pour que la douleur, la peur et l'adversité ne décident pas pour toi. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes dans la difficulté, il devient imbattable. C'est la différence entre sombrer sous les coups de la vie ou les utiliser comme des marches pour te relever plus haut. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de jolies phrases ou qui veulent de la compassion. Elle est pour ceux qui en ont assez de se sentir fragiles, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle d'eux-mêmes et affronter le monde avec sérénité, discipline et courage. Ici, tu trouveras 9 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, et pas de théories compliquées, ni de mots vides, mais des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, pour endurcir ton esprit et cesser de céder du terrain face à l'adversité. Si tu es prêt à arrêter de justifier ta faiblesse, alors il est temps de commencer à forger une force mentale que personne ne peut renverser. 1. Briser les chaînes des attentes. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, ils échouent parce qu'ils vivent piégés dans les attentes, celles que les autres leur imposent et celles qu'ils s'inventent eux-mêmes. Ils pensent que la vie devrait les traiter d'une certaine manière, que le monde devrait être plus juste, que les amis devraient les soutenir sans jamais faillir, que l'effort devrait apporter des résultats rapides. Mais la vie ne suit pas ces règles, elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Les attentes rigides sont comme des chaînes invisibles. Plus vous vous y accrochez, plus vous vous frustrez lorsque la réalité ne les satisfait pas, et plus vous souffrez pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point. La douleur que nous ressentons ne provient pas des faits, mais de l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. L'attente est cette opinion anticipée qui dicte comment les choses devraient être, et lorsque la réalité ne se plie pas, nous réagissons avec colère, tristesse ou déception. Celui qui veut développer une force mentale doit briser ses chaînes. Il doit apprendre à accepter le monde tel qu'il est, pas comme il aimerait qu'il soit. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti blessé parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié comme vous l'espériez, parce qu'un plan n'a pas été parfait, ou parce qu'un objectif n'a pas été atteint dans le temps que vous vouliez. Cette blessure n'a pas été causée par le fait en lui-même, mais par votre attente non satisfaite. Lorsque vous lâchez l'attente, le coup ne fait plus aussi mal parce que vous cessez de lutter contre l'inévitable. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est reconnaître la réalité pour agir à partir de celle-ci avec clarté et force. Briser les attentes ne signifie pas renoncer à avoir des rêves ou des standards. Cela signifie arrêter d'exiger que le monde s'adapte à votre scénario. Cela signifie avancer avec des objectifs clairs mais flexibles face aux résultats, parce que vous savez que la seule chose qui est sous votre contrôle sont vos actions, pas le résultat. Cette mentalité vous donne un énorme avantage, tandis que d'autres se frustrent parce que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Vous restez serein et concentré sur ce que vous pouvez faire maintenant. Imaginez que vous vous entraînez pour une compétition et, le jour de l'événement, il pleut des cordes. La plupart se plaignent, il ne devrait pas pleuvoir justement aujourd'hui. Vous, en revanche, vous vous adaptez parce que vous n'attendez pas que le climat s'adapte à vous. C'est la liberté que vous donne le fait de lâcher les attentes, le pouvoir d'agir calmement, quel que soit le scénario. C'est ainsi que l'on commence à forger un esprit inébranlable parce que la déception perd sa force sur vous. Le conseil pratique est simple mais puissant.
Chaque fois que vous remarquez que vous souffrez de quelque chose, demandez-vous quelle attente non satisfaite alimente cette souffrance. Faites-en une habitude. Reconnaissez-le et lâchez-le. Répétez pour vous, je ne contrôle pas les faits, je contrôle ma réponse. Cela ne fait pas seulement diminuer la souffrance inutile, mais cela vous permet aussi de réagir avec plus d'intelligence face aux défis réels. La force mentale commence lorsque vous acceptez que le monde ne vous doit rien et que les gens agiront comme ils le choisiront, pas comme vous le voudriez. En lâchant ce fardeau illusoire, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment améliorer. Vos décisions, votre discipline, votre caractère. Les attentes brisées ne vous couleront pas si vous comprenez qu'elles n'étaient jamais des promesses. Elles n'étaient que des illusions que vous avez décidé de lâcher. C'est le premier pas pour durcir l'esprit, briser les chaînes que vous avez créées vous-même. 2. Laisse derrière toi le passé qui te limite. Le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu avances, il semble toujours te suivre. Mais ce n'est pas l'ombre qui te retient. C'est ton habitude de regarder en arrière pendant que tu essaies d'avancer. Beaucoup de gens n'échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils portent trop de bagages émotionnels. Anciens reproches, ressentiments, erreurs qu'ils répètent dans leur tête encore et encore. Et bien que le passé ne puisse pas te toucher physiquement, il a la capacité de paralyser ton présent si tu lui donnes du pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que le temps le plus précieux est celui que tu as maintenant, pas celui qui est parti. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut revenir en arrière. Donc dépenser de l'énergie sur le passé est aussi absurde que d'essayer de capturer de la fumée avec les mains. Pourtant, nous restons attachés à des souvenirs douloureux parce que nous croyons qu'en les revivant, nous trouverons justice ou réparation. Alors qu'en réalité, nous ne faisons que rouvrir des blessures. La véritable force mentale surgit lorsque tu te permets de lâcher ce que tu ne peux plus changer. Lorsque tu décides que ta vie ne sera pas définie par des chapitres anciens. Pense à combien de fois tu as justifié ton manque de progrès par des phrases comme « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » ou « si je n'avais pas commis cette erreur ». Chaque fois que tu le fais, tu confies le volant de ta vie à une version de toi qui n'existe plus. L'adversité que tu as vécue a pu te marquer, mais elle n'a pas le droit de gouverner ce que tu fais aujourd'hui. Elle continue d'influencer tant que tu lui donnes la permission. Laisser derrière soi le passé ne signifie pas l'oublier ou prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle, te montrer ce que tu devais apprendre. Chaque blessure peut être un rappel de ta résilience, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. Si chaque fois que tu penses à une erreur du passé, tu as l'impression de couler, alors tu n'as rien appris de cette expérience, tu es simplement devenu son prisonnier. Un exercice stoïcien que tu peux pratiquer dès aujourd'hui est d'écrire ce qui te lie encore. Noms, souvenirs, erreurs, voire anciens rêves qui n'ont plus de sens. Lis-les à voix haute et demande-toi ensuite, puis-je changer quelque chose à cela maintenant? Si la réponse est non, alors répète-toi, cela a joué son rôle, maintenant je le laisse partir. Ce petit acte symbolique peut libérer une énorme charge mentale, car il transforme ta relation avec ce qui n'existe plus. Le passé a le pouvoir que tu lui accordes. Si tu l'utilises comme une excuse, il te retient. Si tu l'utilises comme un enseignant, il te renforce. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder. Chaque fois que le souvenir d'une erreur te poursuit, rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que je décide de faire maintenant. Cette phrase est une ancre qui te ramène au présent, qui est le seul terrain sur lequel tu as le contrôle. Un esprit inébranlable ne se définit pas par les coups qu'il a reçus, mais par sa capacité à continuer à marcher sans regarder en arrière avec ressentiment. Lâche ce que tu ne peux plus changer et avance plus légèrement, car c'est la seule façon de construire un avenir qui ne soit pas une copie de ton passé. 3. Entraîne ton esprit à tout résister. La plupart des gens se concentrent sur l'entraînement du corps, mais négligeant le véritable champ de bataille, l'esprit. Le corps se fatigue, se courbe avec l'âge, mais un esprit fort peut te soutenir même lorsque le corps ne répond plus.
Ce qui défait les gens n'est pas la fatigue physique, mais la reddition mentale. Avant que quelqu'un abandonne un rêve, son esprit l'a fait bien avant. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Tandis que d'autres cherchent le confort, le stoïcien s'entraîne dans l'inconfort pour devenir imperturbable. L'esprit, tout comme les muscles, se renforce avec l'effort constant. Si tu fuis toujours la douleur, le froid, le silence inconfortable ou les émotions difficiles, tu ne développeras jamais la résistance nécessaire pour supporter ce que la vie te lancera inévitablement. Marc Aurèle a fait face à des trahisons, des guerres, des pestes et la perte de ses enfants. Mais sa sérénité est restée intacte parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas se briser face à la douleur. C'est le niveau de force auquel nous aspirons. Résister non pas parce que le monde est gentil, mais parce que tu t'es préparé pour les assauts. Commence par quelque chose de basique. Dérange ton esprit volontairement. Lève-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Termine ce que tu as commencé, même si tu n'en as pas envie. Garde le silence quand tu voudrais discuter. Refroidis ton corps avec des douches d'eau froide pour te rappeler que tout ne doit pas être agréable. Chaque petit défi est une brique de plus dans les murs de ta forteresse intérieure. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à ce que l'inconfort ne te contrôle pas. Tu dois aussi entraîner ton esprit à tolérer l'incertitude. Beaucoup de gens sombrent, non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est là que la pratique stoïcienne du détachement du résultat devient ta plus grande arme. Fais ce qui est sous ton contrôle et accepte ce qui ne dépend pas de toi. Cette habitude empêche ton esprit de s'épuiser à lutter contre des fantômes. Un esprit fort ne se laisse pas non plus manipuler par les émotions du moment. Lorsque la colère, la peur ou la tristesse tentent de t'entraîner, arrête-toi et observe-les comme si elles étaient des nuages passant devant un ciel immense. Elles ne sont pas toi, elles ne sont que des états qui viendront et partiront. La capacité de reconnaître cela empêche que tu agisses impulsivement et te maintient ferme lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Pratique quotidienne. Chaque jour, choisis quelque chose de petit que tu éviterais normalement par confort et fais-le. Cela peut être de marcher au lieu de prendre les transports, de résister à l'envie de regarder ton téléphone à chaque silence ou de rester 5 minutes de plus à travailler lorsque ton esprit cherche des excuses pour arrêter. Ces actes simples, répétés avec constance, entraînent ta discipline mentale et te préparent pour des moments difficiles. Un esprit entraîné n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur ou la tristesse, mais celui qui les reconnaît sans leur obéir. C'est le véritable bouclier contre les tempêtes externes. Si tu deviens le genre de personne qui reste calme lorsque les autres s'effondrent, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu t'es entraîné à tout résister, alors tu auras construit une forteresse que aucune circonstance ne pourra démolir. 4. Fais ce qui est juste sans chercher de témoins. La plupart des gens agissent bien seulement quand quelqu'un les observe. Ils s'efforcent de montrer de la discipline s'ils savent qu'ils recevront des éloges. Ils se comportent avec intégrité tant qu'ils craignent d'être découverts en train de faire le contraire. Mais ce n'est pas une véritable force, c'est agir par commodité. Un caractère inébranlable ne dépend pas du regard des autres. Il se forge dans les moments silencieux. Quand il n'y a pas d'applaudissements, ni de caméra, ni personne pour te récompenser d'avoir choisi ce qui est juste. Le stoïcisme enseigne que le seul juge qui devrait t'importer est ta propre conscience. Sénèque a écrit que le plus grand est d'agir bien même si personne ne le sait. La plupart cherchent la reconnaissance parce qu'ils ont encore besoin de validation externe pour se sentir précieux. Mais celui qui se gouverne lui-même n'agit pas pour plaire. Il agit parce qu'il sait que chaque décision façonne son caractère. Et ce caractère, et non l'approbation externe, est ce qui définit ta véritable valeur. Pense à la force qu'il faut pour dire la vérité, même si elle est inconfortable. Pour tenir parole, même si personne ne le remarque. Pour accomplir ton devoir, même si le mérite revient à un autre. C'est ça, le pouvoir intérieur. Quand tu fais ce qui est juste en silence, tu deviens quelqu'un de fiable, solide, difficile à corrompre. Et même si les autres ne le voient pas tout de suite,
Tu sais que tu n'as pas trahi tes principes et cette certitude donne une paix que personne ne peut te prendre. Le problème de vivre pour être vu est que cela te rend prisonnier des attentes des autres. Tu te fatigues à essayer de maintenir une image impeccable et tôt ou tard tu t'effondres. En revanche, celui qui agit par conviction n'a pas besoin de maintenir des masques. Il peut marcher calmement, sachant que ses actions sont cohérentes même quand il n'y a pas de spectateurs. Cette cohérence est une forme de liberté et la liberté est un pilier de la force mentale. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande de la discipline. Fais l'effort d'être ponctuel même si personne ne le valorise, de respecter tes engagements même si la récompense est invisible, de dire non à ce qui trahit tes valeurs même si personne d'autre ne proteste. Commence par des gestes simples, rendre ce qui ne t'appartient pas, admettre des erreurs sans chercher d'excuses, ne pas parler mal des autres même si les autres le font. Chaque action silencieuse d'intégrité est une brique qui renforce le mur de ton esprit. Le véritable pouvoir n'est pas d'être admiré, mais de vivre sans peur d'être découvert, parce que tu n'as rien à cacher. Quand tu agis avec droiture, même dans l'invisible, tu gagnes une confiance interne que ni la critique ni la calomnie ne peuvent briser. C'est ce type de force qui distingue ceux qui prétendent être fermes de ceux qui le sont vraiment. Fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si on te traite de naïf, même si on te taxe d'exagéré. Parce que lorsque le monde essaiera de te tenter ou de te démolir, ton esprit se souviendra que tu n'as pas agi pour l'applaudissement, mais par principe. Et une vie guidée par des principes est une vie impossible à briser. 5. Réfléchis avant de réagir. La plupart des gens se perdent dans leur premier élan. Un commentaire blessant, un regard de mépris, une mauvaise journée au travail, et ils répondent immédiatement avec colère, des mots précipités ou des décisions qu'ils regrettent plus tard. Ce n'est pas la situation qui détruit la paix mentale, mais l'incapacité de s'arrêter avant de réagir. Dans un monde où tout pousse à la vitesse et au bruit, la véritable force réside dans la pause, l'espace entre ce qui se passe et la réponse que tu choisis de donner. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Celui qui ne développe pas ce self-control devient l'esclave de quiconque sait le provoquer. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton de sa colère ou de sa peur pour qu'il perde le contrôle. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'entraînement de l'esprit à maîtriser les impulsions. Chaque réaction inconsciente te vole de l'énergie et pire encore, te fait agir contre tes propres valeurs. Imagine qu'on te jette une étincelle allumée. Elle n'est pas dangereuse tant que tu ne lui donnes pas de combustible. Il en va de même pour les offenses ou les problèmes. Ils ne te détruisent pas par ce qu'ils sont, mais par le feu que tu leur ajoutes avec ta réaction. La personne qui réfléchit avant de réagir devient comme l'eau. Elle reçoit l'impact, mais ne l'alimente pas. Cette maîtrise n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir à l'état pur. Pour t'entraîner à cela, commence par quelque chose d'aussi simple que de respirer avant de répondre. Cela peut sembler trivial, mais cette seconde d'air est un bouclier qui te permet d'observer ce que tu ressens avant qu'il ne t'emporte. Demande-toi, ma réponse va-t-elle résoudre quelque chose ou simplement aggraver la situation? Cette question brève, posée à temps, peut te sauver de conflits inutiles, de discussions absurdes et de décisions impulsives qui laissent des cicatrices. Une autre pratique utile est de t'imaginer observer la situation de l'extérieur, comme si tu étais un tiers. Ce petit changement de perspective refroidit la colère et éveille le raisonnement. Un stoïcien ne permet pas à une émotion momentanée de décider de son destin. Il s'assure que son action soit délibérée, non le produit de la chaleur du moment. La force mentale ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans le fait de ne pas être emporté par elle. La peur, la colère ou la tristesse sont inévitables, mais elles n'ont pas à dicter ta conduite. Chaque fois que tu réussis à freiner une réaction impulsive, tu renforces le muscle invisible de la volonté, celui qui te permet de rester ferme lorsque les autres se brisent. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier se taire face à une provocation, reporter un message que tu voulais envoyer avec colère,
ou choisir de ne pas répondre immédiatement à une critique injuste. Ces petits actes de contrôle, répétés jour après jour, font de toi quelqu'un de plus fort que toute provocation externe. Un esprit inébranlable n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui peut se mettre en colère sans perdre son sang-froid. Lorsque tu apprends à réfléchir avant de réagir, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées en ne les combattant pas. C'est là le véritable triomphe du self-control, vaincre le chaos, sans dépenser d'énergie inutile. 6. Transforme l'adversité en allié. Chaque personne, tôt ou tard, se trouve confrontée à des situations qui semblent impossibles à surmonter. La perte d'un être cher, une trahison inattendue, l'échec d'un projet pour lequel vous avez tout donné. Il est habituel de se demander pourquoi le monde semble être contre vous, de tomber dans la plainte ou de se rendre face à la douleur. Mais c'est là que se mesure la véritable force. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la transformer en un carburant qui stimule votre croissance. Le stoïcisme soutient que les obstacles ne sont pas des ennemis, ils font partie du chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque problème, aussi insupportable qu'il puisse paraître, est une occasion de démontrer votre capacité à résister, à vous adapter et à devenir plus sage. L'adversité n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour révéler de quoi vous êtes fait. L'erreur la plus courante est de penser que la vie devrait être juste ou facile. Cette attente ne provoque que frustration et affaiblit le caractère. Le monde ne promet ni confort ni équilibre, mais il offre toujours des leçons. Lorsque vous faites face à la douleur en vous demandant « Pourquoi moi ?», vous devenez une victime. Lorsque vous demandez « À quoi cela me sert-il ?», vous devenez un apprenti. C'est cette mentalité qui transforme l'adversité en un professeur implacable mais juste. Pensez à l'acier. Il est forgé par le feu et les coups, pas par les caresses. Il en va de même pour le caractère. Chaque coup de la vie est une occasion de vous forger plus fort, plus discipliné, plus serein. Celui qui fuit les défis finit par être fragile, car il n'a jamais développé de résistance. En revanche, celui qui les affronte sans se victimiser accumule des cicatrices qui ne l'affaiblissent pas, mais le rendent plus fort. Une pratique essentielle pour appliquer cette leçon est de changer le langage interne. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », répétez « cela m'a entraîné ». Au début, cela semble forcé, mais avec le temps, votre esprit cesse de voir les difficultés comme des punitions et commence à les voir comme des épreuves à surmonter. Ce simple changement de perspective réduit la souffrance inutile et vous donne la clarté pour agir. Il est également crucial de se rappeler que toute douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Souvent, c'est simplement le prix du progrès. Le corps souffre après un bon entraînement, mais cette douleur annonce la croissance. L'esprit souffre lorsqu'il est confronté à des vérités inconfortables, mais ce malaise indique la maturité. Si vous évitez tout ce qui est inconfortable, vous restez faible. Une autre habitude pratique est d'analyser chaque crise avec froideur. Écrivez ce qui s'est passé, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ensuite, décidez d'agir uniquement sur ce qui dépend de vous. Cette stratégie évite que vous ne vous consumiez en plaintes inutiles et dirige votre énergie vers des solutions réelles. Le pouvoir de transformer l'adversité en allié ne réside pas dans l'amour de la souffrance, mais dans la compréhension que chaque obstacle apporte une opportunité de se renforcer. La différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui se relève réside dans l'attitude avec laquelle il affronte la difficulté. Lorsque la douleur frappe, gardez la tête haute et souvenez-vous, vous n'êtes pas venu pour vivre une vie sans problème, vous êtes venu pour devenir plus fort en les affrontant. Chaque blessure peut être une médaille si vous décidez d'en tirer des leçons. C'est le chemin de ceux qui ne se plient pas. Ils n'attendent pas que le monde change. Ils changent face au monde et en font leur propre terrain d'entraînement. 7. Prends le contrôle absolu de ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais aussi la plus gaspillée. Il s'écoule sans que tu t'en rendes compte dans des conversations inutiles, dans des distractions qui n'apportent rien, dans des inquiétudes qui ne se matérialisent jamais.
Ce qui affaiblit la plupart des gens n'est pas le manque de talent ou d'opportunité, mais l'incapacité à gérer leur temps comme s'il comptait vraiment. Chaque minute que tu consacres à quelque chose sans valeur est un morceau de vie que tu ne récupéreras jamais. Les stoïciens comprenaient que le temps ne se dépense pas, il se donne. Sénèque avertissait que nous ne sommes pas conscients de la brièveté de la vie, parce que nous vivons comme si elle était infinie. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne revient jamais, c'est pourquoi le gaspiller en futilité est l'un des plus grands actes d'autodestruction. Un caractère fort se construit avec discipline, et la discipline commence par savoir à quoi tu consacres tes heures. Le problème n'est pas l'horloge, mais les excuses que nous lui donnons. Je n'ai pas le temps signifie souvent « je ne sais pas prioriser » ou « je préfère me distraire plutôt que de faire face à ce qui est important ». Celui qui n'a pas le contrôle de son agenda ne peut pas avoir le contrôle de son esprit, car il vit en réagissant à ce que le monde lui impose. En revanche, celui qui décide consciemment de ce qui mérite de l'espace dans sa journée commence à reprendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle absolu du temps exige d'apprendre à dire non. Dire non à des engagements qui n'ajoutent rien, à des conversations qui ne font que drainer l'énergie, à des réseaux sociaux qui volent des heures déguisées en minutes. Chaque non à l'inutile est un oui à ta croissance. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais de reconnaître que chaque heure investie dans ce qui n'est pas important est une heure que tu retires à ce qui est important. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer dès aujourd'hui est de commencer la journée en choisissant 3 priorités non négociables et de t'engager à les accomplir avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Cette habitude t'oblige à vivre avec intention et te protège de te retrouver piégé dans des activités sans but. Une autre clé est de cesser de voir le repos comme une perte de temps. Le repos planifié fait partie du contrôle. Il sert à recharger l'énergie et à maintenir la clarté mentale. Ce qui affaiblit n'est pas le repos, mais le gaspillage du temps en loisirs sans direction, te laissant vidé par des distractions interminables qui ne te nourrissent ni ne te renouvellent. La force mentale fleurit chez ceux qui respectent leur temps, car ils apprennent à se concentrer et à résister aux tentations qui cherchent à les disperser. Lorsque ton agenda reflète tes valeurs, chaque jour devient une déclaration de qui tu es et de ce que tu priorises. Ne blâme pas le destin ou le manque d'opportunités. Ta vie est faite de la manière dont tu utilises les heures qui te sont accordées. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre selon les priorités des autres. Le récupérer ne nécessite pas de magie, juste une décision. Décide que ton temps est à toi et utilise-le pour te construire, pas pour t'user. Lorsque tu apprendras à contrôler ton temps, tu arrêteras de sentir que la vie te traîne. Au lieu de réagir au jour, tu commenceras à les diriger. Ce contrôle silencieux sur tes heures est l'un des signes les plus clairs d'un esprit inébranlable. 8. Arrête de te plaindre et cherche des solutions. La plainte est le langage de l'impuissance. C'est le signe d'un esprit qui se sent victime du monde et qui a renoncé à son pouvoir d'agir. Rien n'affaiblit plus le caractère que l'habitude de blâmer le destin, le gouvernement, la famille, le climat, tout sauf soi-même. Se plaindre ne résout rien, ne change rien, ne déplace pas un seul obstacle sur le chemin. Cela ne fait que gaspiller de l'énergie et multiplier le sentiment que tout est perdu. Le stoïcisme est catégorique. Les circonstances ne sont pas le problème. Le problème est la manière dont tu les affrontes. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce n'est pas le cas, accepte et avance. Se plaindre n'entre dans aucune de ces deux catégories, car ce n'est ni une action ni une acceptation, c'est de la stagnation. Chaque minute que tu utilises pour te plaindre est une minute que tu pourrais consacrer à chercher des alternatives. La plainte a aussi un coût silencieux. Elle nourrit la mentalité de victime. Plus tu te plains, plus tu cèdes le pouvoir sur ta vie à des facteurs externes. Tu te convaincs que tu ne peux rien faire et tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est là la racine de la faiblesse mentale. Vivre comme si tout dépendait de ce que les autres font ou de ce que le hasard décide. Celui qui décide d'arrêter de se plaindre reprend le contrôle de son énergie et commence à l'utiliser de manière productive.
Au lieu de dire « c'est injuste », il se demande « que puis-je faire avec ce que j'ai devant moi ?» Cette simple question change la direction de tes pensées. Elle les sort de la frustration et les concentre sur les possibilités. Pratiquer ce principe nécessite une attention quotidienne. Chaque fois que tu remarques que tu vas te plaindre, arrête-toi et demande-toi « cette plainte va-t-elle changer quelque chose ?» Si la réponse est non, remplace-la par un plan, même petit, une étape, une décision, une action concrète. Arrête de donner ta paix à ceux qui passent leur temps à lancer des commentaires pour te rabaisser. Chaque fois que tu réagis avec colère, tu leur donnes exactement ce qu'ils cherchent. Te voir perdre le contrôle. Cela se termine aujourd'hui. La véritable force n'est pas de répondre par plus de cris, mais de montrer que personne n'a le pouvoir de dicter comment tu te sens avec toi-même. Le calme n'est pas de la soumission. C'est le signe le plus clair que tu sais qui tu es et que tu n'as pas besoin de validation externe. Celui qui te méprise cherche à bouger tes émotions pour se sentir supérieur, mais la seule chose qu'il montre est la fragilité de son caractère. Tu n'as pas à te rabaisser au niveau de celui qui essaie de te provoquer. Répondre avec fermeté et dignité n'est pas se taire ni laisser passer l'abus. C'est fixer des limites sans permettre que ta voix se brise, ni que ton estime de soi soit affectée. C'est regarder dans les yeux de l'offenseur et, sans perdre son calme, rendre clair que son opinion ne définit pas ta valeur. Cette vidéo ne parle pas de jolies phrases pour feindre la force. Elle parle de stratégies pratiques que tu pourras utiliser dans n'importe quelle conversation où l'on essaie de te mépriser. Inspiré de la philosophie stoïcienne, ces réponses t'apprendront à exposer la véritable raison derrière l'attaque, à refuser d'accepter des évaluations négatives que tu n'as pas demandées et à renvoyer le poison à celui qui l'a lancé sans le porter avec toi. Tu vas apprendre à désarmer les provocations avec sérénité et à mettre en évidence celui qui essaie de te rabaisser. Parce que l'insulte en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. Garder son calme, sa fermeté et sa dignité face au mépris, c'est montrer que personne n'a le contrôle de ton estime de soi ni de tes décisions. Si tu as déjà cru que rester silencieux était perdre, ce sera le moment d'apprendre qu'avec les bonnes réponses, le véritable pouvoir reste avec toi. 1. Je me tais et je te retire ton pouvoir. Quand quelqu'un te lance un commentaire méprisant, il attend une réaction. Colère, honte, justification. C'est comme s'il lançait une étincelle en espérant allumer un incendie. La première leçon pour répondre avec fermeté et dignité est simple mais puissante. Se taire. Il ne s'agit pas de rester muet par peur ou par manque d'arguments, mais de choisir le silence comme une arme qui désarme celui qui tente de te provoquer. Le silence est une déclaration invisible qui dit « Tu ne m'entraîneras pas dans ton jeu ». L'erreur que beaucoup commettent est de croire qu'il faut toujours se défendre. Ils pensent que s'ils ne répondent pas, ils perdent. Mais ce que tu perds vraiment, c'est ta paix chaque fois que tu réagis impulsivement. Les paroles blessantes n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes quand tu décides de les porter en toi. Si tu ne les acceptes pas, elles ne peuvent pas te faire de mal. Le silence stoïcien n'est pas passivité. C'est un contrôle conscient. C'est savoir que tout ne mérite pas une réponse, que chaque pierre lancée ne doit pas se transformer en bataille. Imagine-le ainsi. Si un étranger dans la rue crie quelque chose d'absurde sur toi, tu ne perds pas ta journée à discuter avec lui parce que tu sais que ça ne vaut pas la peine. Alors, pourquoi donner plus d'importance aux commentaires venimeux de quelqu'un qui cherche à te blesser? Celui qui méprise cherche de l'attention. Il veut que tu perdes le contrôle, que tu montres par ta réaction qu'il a réussi à te toucher. Quand tu te tais, tu lui arraches le trophée qu'il cherchait. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. Celui qui te provoque veut que tu sois comme lui, impulsif, colérique, débordé. Le silence, en revanche, montre que tu ne descendras pas à son niveau. C'est comme un mur impénétrable qui frustre l'offenseur, car il ne trouve pas la réaction qu'il attendait. Mais ne confonds pas le silence avec la soumission. Se taire ne signifie pas permettre que le mépris se normalise, ni que tu dois supporter des abus. C'est une pause stratégique.
C'est respirer et observer avant de décider s'il vaut la peine de parler, et quand tu le fais, que ce soit avec des mots choisis, pas avec des émotions débordantes. Ce silence initial est un bouclier qui protège ton estime de toi tout en te donnant l'espace pour répondre calmement. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te dévaloriser, observe ce qui se passe en toi, sans l'impulsion de réagir, mais ne la suis pas. Respire, garde le silence, maintiens ta posture ferme. Regarde cette personne sans baisser les yeux ni montrer de colère. Cet instant de silence est plus puissant que n'importe quelle réplique précipitée. À ce moment, tu lui dis, sans mots, qu'il n'a pas de contrôle sur ton état émotionnel. Pratiquer cette leçon t'apprend que le contrôle n'est pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que tu décides de faire avec ce que tu entends. Tu n'as pas besoin de rendre chaque coup verbal. Parfois, la réponse la plus percutante est de ne pas en donner du tout. C'est une façon de montrer clairement que cela ne t'affecte pas et que tu ne vas pas te fatiguer à lutter pour la validation de quelqu'un qui ne mérite pas ton énergie. Le silence conscient est un choix qui demande du courage. Pas tout le monde peut se taire quand son ego brûle pour se défendre. Mais celui qui parvient à maîtriser cette première impulsion démontre une force intérieure qu'aucun commentaire ne peut renverser. À la fin, le calme que tu maintiens en dit plus sur toi que n'importe quelle insulte lancée contre toi. Ainsi, chaque fois que tu choisis de te taire face à une attaque, tu ne perds pas de terrain, tu le récupères. 2. Je réponds avec des questions qui te mettent mal à l'aise. Il y a des commentaires qui ne méritent pas une confrontation directe, mais qui ne doivent pas non plus passer inaperçus. C'est là qu'intervient une stratégie qui déconcerte et expose l'offenseur. Répondre par des questions. Ce ne sont pas des questions pour chercher une explication sincère, mais pour ramener l'attention sur celui qui a tenté de t'humilier. Tu l'obliges à regarder son propre comportement sans avoir besoin de l'insulter ni d'élever la voix. Celui qui méprise a tendance à le faire en étant sûr de garder le contrôle de la conversation. Il lance un commentaire blessant en espérant te voir hésiter ou te fâcher. Mais quand tu réponds avec une question sereine, tu brises son scénario. Tu le surprends parce qu'il ne s'attendait pas à ce que tu prennes l'initiative sans perdre ton calme. Un exemple simple, quelqu'un dit avec sarcasme, « Tu ne sembles pas savoir ce que tu fais ». Au lieu de te justifier ou de t'énerver, tu demandes calmement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» ou « Qu'est-ce que tu cherches à dire avec ce commentaire ?» Le pouvoir des questions réside dans le fait qu'elles n'attaquent pas. Elles exigent que l'autre s'explique. Beaucoup de personnes qui lancent des commentaires dédaigneux n'ont pas de véritables arguments. Elles le font par habitude, par insécurité ou par envie de provoquer. Poser des questions les oblige à s'arrêter et à affronter l'incohérence derrière leurs paroles. Tu n'es pas en train de discuter. Tu montres avec sérénité que leur mépris manque de fondement. Le stoïcisme enseigne que la raison est notre meilleure défense. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Avec les questions, tu utilises la raison comme un miroir que tu reflètes vers l'offenseur. Si son commentaire est vide, le reflet sera évident. S'il a quelque chose de valable à dire, il devra l'exprimer avec respect et argument. Dans tous les cas, tu ne perds pas ton calme et tu ne tombes pas dans le jeu des cris. Les questions changent également le rythme émotionnel. Une phrase blessante provoque une colère immédiate. Une question, en revanche, introduit une pause. Cette pause te donne le temps de respirer et de réfléchir avant de réagir. Et en même temps, elle enlève de l'élan à la provocation. Ce n'est pas la même chose de crier en retour que d'obliger l'autre à expliquer son intention. À ce moment-là, le centre d'attention n'est plus toi, mais son propre comportement. Par exemple, si quelqu'un dit « Tu gâches toujours tout », tu peux répondre « Qu'entends-tu par toujours » ou « Qu'espérais-tu que je fasse différemment ?» Ce n'est pas du sarcasme ni du victimisme. Ce sont des questions qui désarment les généralisations et exigent de la clarté. Souvent, l'offenseur n'a pas de réponse, et il se révèle que son commentaire était une pure attaque émotionnelle. Pour appliquer cette stratégie, la clé est dans le ton. Il doit être calme, ferme, presque curieux, sans trace de moquerie.
Les questions ne doivent pas sonner comme des pièges, mais comme un intérêt véritable à comprendre, même si au fond tu sais que ce que tu cherches est à exposer l'absurdité de sa critique. Cette attitude empêche qu'on t'accuse d'être agressif et maintient ton image de quelqu'un de serein et sûr. Répondre avec des questions te permet de reprendre le contrôle de la conversation sans la transformer en champ de bataille. Cela te sort du rôle de victime et met l'offenseur sur le siège inconfortable de celui qui doit se justifier. Tu n'obtiendras pas toujours des réponses honnêtes, mais l'important est que tu n'as pas été entraîné sur le terrain émotionnel. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te mépriser, rappelle-toi que la meilleure réponse n'est pas toujours une déclaration. Parfois, c'est une question. Parce que poser une question avec sérénité n'est pas céder, c'est inviter l'autre à se confronter à sa propre intention. Et peu de choses mettent plus mal à l'aise celui qui cherche à provoquer que d'avoir à expliquer son propre poison.